Donc mon intervention rentre dans le cadre de ce qu'on va faire ce matin, puisqu'on va quand même, au-delà de la fondation de la Ligue panafricaine, Oumodia, essayer d'apporter aussi de la réflexion pour des problèmes de l'heure qui se posent à nous en ce moment, notamment les questions de développement. Donc le titre de cette intervention, c'est le panafricanisme, voie unique de développement, avec un sous-titre, le concept de l'émergence dans la lutte pour la souveraineté africaine. Alors, je voulais d'abord dire pendant mon émotion d'animer cette conférence sur les terres de nos illustres dénonciers. Je pense à Karenou, le leader du mouvement Congo à la Manche de Roux, dignement dressé contre le portage et le travail forcé des colons entre 1928 et 1931. Je pense également à Barthélemy Boganda et à l'aile nationaliste panafricaniste conduite par Abel Bumba, et liquidée, évidemment. Cette aile a été liquidée en 1959, juste après la disparition tragique du président Barthélemy Boganda, le 29 mars 1959. Aussi, en tant que secrétaire général de la Ligue, donc en son nom de la Ligue, je me sens tout à fait fier de participer aux côtés des autres frères et sœurs ici pour faire ce travail et surtout ériger un outil puissant de lutte, c'est-à-dire la Ligue panafricaine moderne. Je salue également l'engagement de nos jeunes sœurs et frères du collectif des associations de Centrafrique, ce territoire promis pour s'étendre à toute l'Afrique centrale d'après les vues de Barthélemy Boganda lui-même, d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour que tout ceci se fasse. On oublie très souvent que le militantisme est un don de soi, que nous faisons quotidiennement pour la cause pour laquelle nous nous battons depuis tant d'années. Tant d'illustres dignes fils africains nous ont laissé tracer la voie et nous suivons tout ceci avec beaucoup de sacrifices. En tout cas, encore une fois, par ma voix, à toute l'équipe, nos félicitations pour le travail que vous faites depuis 2 jours. Évidemment, à l'Assemblée ici réunie, venu nous écouter, participer, pas seulement nous écouter, participer, dans une période où les préoccupations sont à la fois familiales, mais aussi fondamentales. Je pense en particulier aux échéances électorales politiques en ce moment dans le pays, puisque c'est un moment décisif. Ça va certainement tracer pour peut-être au moins 5 ans ce qui va se passer dans ce pays. Évidemment, nos pensées vont vers toutes les familles qui ne peuvent pas en ce moment offrir des conditions décentes pour passer les festivités de fin d'année à leurs enfants, à leurs proches. Nous savons que c'est difficile. Donc je voudrais dire vraiment en lingala, Natondi Binobu, Nyonso Botondi, en Kikongo, Matondo Mingi, et en Sango Singila Mingi, donc c'est ça, et en Swahili, Asante Sana, parce que le Swahili pour nous panafricanistes, c'est la langue pour laquelle nous nous battons pour que celle soit élevée au niveau de langue des États-Unis d'Afrique. Mais au-delà de toutes ces conférences, je voulais dire aussi mon émotion de voir certains militants du FPP ici. En 97, quand j'étais venu à Bangui, il y avait certains qui avaient déjà 20 ans de lutte, qui sortaient de la clandestinité. Et quand je les vois encore ici aujourd'hui, c'est admirable. Ça veut dire que le combat est difficile, mais qui continuent, ils continuent tout le temps à se battre pour leurs idées, et je trouve ça assez admirable. Alors donc, pour revenir au thème, le panafricanisme, unique voie de développement, le concept de l'émergence dans la lutte pour la souveraineté. Alors évidemment, d'aucuns peuvent se poser la question de savoir d'où vient que les panafricanistes fassent l'apologie des concepts et paradigmes inventés par les institutions financières internationales, les IFI, en cherchant à substituer le panafricanisme au concept d'émergence. Il n'en est rien. En tout cas, rassurez-vous, le choix de cette thématique est une malice destinée à interpeller et à frapper les esprits qui ne sont pas habitués à entendre cette association paradoxale, panafricanisme et émergence, qui est donc la nouvelle évangile à la mode, qui tient lieu de perspective de développement aux Africains après toutes les autres lubies que vous connaissez sans lendemain. Économie semi-industrialisée, économie semi-périphérique, pays moins avancés, pays à revenus intermédiaires, les PASS, programmes d'ajustement structurel, autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, les objectifs du millénaire, le co-développement, développement durable, et dernièrement, la dernière trouvaille s'est faite à Paris, la COP 21.
voilà, et j'en passe et des meilleurs. Tout ça, ce sont soi-disant ce qui va nous amener au développement. Donc nous allons tenter, dans un premier temps, de donner notre compréhension du concept de l'émergence, parce qu'il n'y a pas une définition unique, il faut bien que chacun essaie de la comprendre. Dans un deuxième temps, nous démontrerons en quoi est-ce que le panafricanisme est la seule voie, le salut pour les Africains, le panafricanisme, en ce début du XXIe siècle. Et enfin, nous essayerons de présenter la stratégie de notre organisation, la Ligue panafricaine mondiale, qui consiste à, finalement, comme je l'avais dit, à doter les Africains d'un outil puissant de combat. Venons-en au concept de l'émergence. Chères sœurs, chers frères, jamais un terme économique n'a été autant mouvant, pour ne pas dire mutant, que celui de l'émergence, auquel s'adossent aujourd'hui les régimes africains comme perspective de développement offerte à leur population. On entend l'émergence partout, dans tous les discours, toutes les campagnes électorales politiques en Afrique noire, émergence, émergence, émergence. Je disais mouvant, mais aussi mutant, je dirais même troublant finalement. Tantôt on parle de pays émergents, tantôt on parle d'économie émergente, ou encore de marché émergent, sans réellement déterminer une frontière qui borde et des critères clairs, non seulement pour comprendre ces concepts, mais également pour définir les pays qui composent vraiment cette catégorie, on va dire, de pays économiques. Car, outre les BRICS, je pense au Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, auxquels un consensus semble se dégager sur leur statut de pays émergent, où peut-on classer par exemple un pays comme Taïwan, un pays comme la Grèce, le Portugal? Sont-ils des pays émergents ou continuent-ils encore à émerger? Où commence l'émergence et où s'arrête-t-elle? Émerger veut dire, en français, puisque c'est la langue de ce qu'on nous a appris à lire, à écrire, hein, émerger veut dire, en d'autres termes, une apparition soudaine. Regardez votre dictionnaire. Le développement économique d'un pays relève-t-il d'une soudaine apparition ou d'une construction patiente en combinant intelligemment aussi bien les domaines fondamentaux, je pense aux infrastructures, la santé, l'éducation, que l'efficacité économique en matière d'attractivité? Nous sommes là au cœur du drame africain. L'Afrique ne sait plus s'identifier, nommer par elle-même sa situation, ses problèmes et définir ses propres perspectives. Elle est devenue une consommatrice passive des efforts réflexifs des autres, en tout cas faits par les autres, en particulier les Occidentaux. Or, l'ultime liberté, celle qui vient avant toutes les autres, est la capacité de nommer soi-même sa propre réalité. Lorsqu'un peuple l'a perdu, il devient hélas une proie involontaire livrée à la ruse des autres. C'est ainsi que durant près de 20 ans, les dirigeants africains chantaient en chœur, aidés en cela par nos économistes qui assuraient le service après-vente du FMI, que les programmes d'ajustement structurel étaient la panacée pour développer l'Afrique. Certains dirigeants se targuaient, même après leur passage aux affaires, d'avoir réussi à signer la lettre d'intention avec le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire d'avoir volontairement demandé au FMI, au nom des dettes odieuses et injustement assumées, de leur prescrire les politiques économiques à mettre en place pour leur pays. Cela n'a pas d'autre nom que de la servitude volontaire. Je vous renvoie à un livre de feu Jean-Paul Koubandé qui se targuait d'avoir réussi son passage au gouvernement parce qu'il avait réussi à faire signer l'aide d'intention FMI à la Banque mondiale. Et ça passe comme à la poste. C'est de la servitude volontaire, pardon. En réalité, la notion d'économie émergente est une invention de financiers et de consultants internationaux qui ne considèrent les États que sous l'angle des actifs financiers. Ainsi, avant d'en arriver à l'économie dite émergente, il faut réussir son apparition d'abord sur les écrans des salles de marché comme agent solvable et émetteur des obligations et autres actions. Il n'y a pas de pays émergent sans économie émergente. De la même manière qu'il n'y a pas d'économie émergente sans marché émergent. Or, pour être un pays émergent, il faut réussir son apparition sur les écrans des salles de marché, donc devenir du point de vue des financiers et consultants internationaux qui méprisent les investissements publics dans l'éducation et dans la santé, un agent solvable, émetteur des obligations et des actions dans les marchés de capitaux. Au fond,
travailler à atteindre l'émergence, comme on nous incite à le faire, du point de vue du paradigme du marché des capitaux et du consensus de Washington, retenez bien cela, consensus de Washington, formalisé en 1989 par un certain John Williamson, économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale, c'est privilégier et même aggraver les injonctions du FMI à travers les passes, à savoir l'obtention le plus rapidement possible de la liquidation de toute instance de régulation, étatique ou non, la libéralisation la plus totale des marchés, des biens, des capitaux, des services, etc., l'instauration à terme d'un marché mondial autorégulé, au détriment, bien entendu, des investissements publics en matière de santé, d'éducation et des infrastructures indispensables au développement. En définitive, il convient de noter que le chemin qui mène à l'émergence, tel que nous l'entendons dans le discours public, consiste à garantir l'égalité de traitement entre investisseurs autochtones et étrangers, ce qui revient à admettre sur la même piste d'une compétition internationale un coureur surentraîné et plusieurs fois champion du monde face à un concurrent sous-entraîné et qui n'a même jamais remporté une petite compétition locale. Privatiser les écoles, les hôpitaux, les transports, les services de l'eau et de l'énergie afin de les soumettre à la seule loi du profit. Baisser progressivement les tarifs douaniers jusqu'à leur disparition. Inciter les exportations massives des secteurs économiques permettant de gagner rapidement des devises étrangères, ce qui confine les pays africains dans la monoculture et les cultures d'exportation et de rente. Supprimer les subventions d'État permettant de maintenir à bas prix les aliments d'usage courant dans les pays où le taux de pauvreté avoisine souvent 90%, etc. On peut continuer comme ça. Chères sœurs, chers frères, comme nous venons de le montrer, l'économie d'un pays n'est pas une loterie à exposer au hasard des spéculateurs et autres boursicoteurs totalement inconscients et déconnectés de toute réalité. Même parmi les BRICS, je rappelle encore Brésil, Chine, Inde, Afrique du Sud, Russie bien sûr, abusivement affublé du qualificatif d'émergent, il est permis de douter de la pertinence de ce classement tant les politiques économiques menées dans ces États sont différentes, avec une dose assumée de protectionnisme dans la plupart des cas. C'est le cas de la Chine, qui est devenue, depuis, je rappelle, décembre, un an déjà, 2014, la première puissance économique mondiale devant les États-Unis, et où l'État demeure, quoi qu'on en dise, le principal architecte de la politique économique. Sans l'État parti, la stratégie chinoise n'aurait jamais connu de succès. La Chine serait en train de mendier dans les États comme les États africains qui ont démantelé les proto-nations en formation au lendemain des indépendances sur injonction du FMI et de la Banque mondiale. À l'instar d'une circulaire gouvernementale de 2004, l'État parti chinois donne des orientations claires sur les secteurs économiques à promouvoir, à savoir acquisition de ressources naturelles, promotion des exportations de biens et services, création des centres de recherche, amélioration de la compétitivité technologique par l'achat de sociétés étrangères. L'État parti chinois ne se contente pas seulement de donner des orientations et de contrôler les entreprises d'État à travers sa présence dans leur capital. Il nomme ou révoque souvent les cadres dirigeants. D'ailleurs, il est fréquent que les hauts cadres du parti passent d'une société d'État à un ministère puis au parti communiste et inversement. Que l'on aime ou pas la Chine, chaque peuple se bat avec ses moyens et n'entend pas se faire dicter sa stratégie. Le fer de lance de l'expansion internationale chinoise, ce sont ces entreprises d'État qui sont au nombre de 136 et reparties de façon quasi militaire sur les terrains d'action sous le contrôle direct du pouvoir central. La Chine a sanctuarisé les 7 secteurs stratégiques suivants, dans lesquels l'État garde un monopole quasi absolu. La défense, production et distribution d'énergie, pétrochimie, télécommunications, charbon, aéronautique, transport maritime. L'épopée industrielle chinoise sous nos yeux doit nous inspirer et constituer un cinglant démenti à l'orthodoxie de l'émergence. Or, face à l'immigration clandestine, dont la peau de la jeunesse africaine est promise aux barbelés
des gardes frontières de Frontex en Europe, au chômage qui ne cesse de s'amplifier, aux dégâts sociaux liés au paludisme, aux cultures de rente, aux dettes odieuses, aux remises illusoires de dettes et aux aides liées, les États africains ont choisi l'émergence. Après avoir échoué lamentablement avec les PAS, programmes d'ajustement structurel, les PPDE, pays pauvres, mais pas assez pauvres, mais très endettés encore, ODM, objectif du millénaire, le co-développement et la dernière trouvaille, la COP21. Nous affirmons avec Cheikh Anta Diop, il faut cesser, je cite, il faut cesser de tromper les masses par les rafistolages mineurs et accomplir l'acte qui consomme la rupture avec les faux ensembles sans lendemain historique. Il faut faire basculer définitivement l'Afrique noire sur la pente de son destin fédéral. Venons-en donc au panafricanisme comme unique solution au problème des Africains. Politiquement désunis, économiquement désintégrés, dépossédés d'elles-mêmes, suite à une longue tragédie depuis le XIVe siècle, je cite, traite négrière, esclavage, colonisation, néocolonialisme, apartheid, programme d'ajustement structurel. Il est temps que les Africains, en tout cas l'Afrique, comprennent, et nous, Africains, comprenions que nos clans, nos lignages, nos villages, nos tribus et nos ethnies ne peuvent pas constituer des forces politiques de combat et de négociation devant les masses géopolitiques et géostratégiques organisées du monde d'aujourd'hui et de demain. L'impérialisme occidental d'hier et d'aujourd'hui a paradoxalement divisé nos peuples à travers la conférence de Berlin, comme on l'a dit hier, pour mieux les contrôler, les piller. En même temps, il ignore ses frontières quand il s'agit de défendre ses intérêts. C'est ainsi que le contrôle militaire de l'Afrique à travers les bases militaires se fait sans considération de frontières et la thérapeutique de cheval du FMI et de la Banque mondiale destinée à défendre les intérêts des créanciers, des dettes odieuses, est la même partout sans exception. Nos drapeaux nationaux, nos hymnes nationaux, nos élections démocratiques, truquées ou non d'ailleurs, nos institutions républicaines formelles, nos assemblées nationales, nos monnaies et tous les autres symboles extérieurs de la souveraineté nationale et internationale n'ont de grandes valeurs significatives que s'ils peuvent à la fois nous protéger contre la faim, les pandémies, nous assurer l'éducation, la santé et en même temps nous protéger contre les agressions extérieures, tant culturelles, économiques que politiques, dans ce monde violent. Or, après plus d'un demi-siècle d'indépendance formelle, nos micro-États ont fait la preuve de leur extrême fragilité. Faibles, désunis, peu crédibles, mal gérés, avec une jeunesse sans espoir d'emploi, constamment sur les routes de l'exil vers les pays du Nord. Au total, les Africains sont globalement absents des grandes décisions de la gouvernance du monde. Chers frères, chères sœurs, face à ce tableau d'échecs sans appel et de mort collective lente, il est temps de sortir de nos sentimentalismes tribaux, lignagés, ethniques, chauvinistiques, nationalistiques et même xénophobes pour envisager notre avenir ensemble et dans l'unité, car l'humanité construit le monde à travers les grands ensembles géopolitiques et géostratégiques. La guerre économique est l'autre nom de la mondialisation. Les forts mènent le jeu, les faibles, impuissants, de plus en plus marginalisés, chantent à la périphérie. Inspirés des résistances africaines dans les cales de bateaux négriers, forgés dans les plantations de canne à sucre dans les univers concentrationnaires esclavagistes dans les Amériques, bâtis dans le sang de la révolution victorieuse haïtienne, ferment intellectuel et de la dignité des symboles irréductibles de la jeunesse africaine. Je note Barthélemy Boga, Tom Mboya, Félix Momier, Oumniobe, Murtala, Thomas Sankara, Steve Biko, Amita Cabral, Osende Afana, Marcus Garvey, Patrice Lumumba, Malcolm X, Nelson Mandela. Le panafricanisme est une idéologie du réalisme et non du sentimentalisme face à la domination. Sous peine de périr, le panafricanisme nous recommande de nous unir dans un État fédéral. Impératif de survie collective, dont la nécessité tient de la simple évidence des politiques mondiales contemporaines. Soyons tous lucides, la fragmentation, l'émiettement, la fragilité et l'impuissance comme options politiques volontaires conduisent à des formes inconnues de servitude et d'esclavage. L'État fédéral africain rendra vaine toute velléité de prise en otage dans des pans entiers de territoires africains, comme c'est malheureusement le cas dans le nord du Mali, en Centrafrique ici, avec les rébellions que vous connaissez, au Nigeria, dans les zones africaines de l'océan Indien, au large de la Somalie,
car une armée fédérale bien équipée pourra rapidement venir à bout de ces aventureries. Toute velléité de guerre civile fratricide, car la moindre rébellion sera confrontée aux forces armées panafricaines. Aucun territoire africain n'offrira plus à un groupe ethnique la domination dans les forces armées, puisque le commandement et la composition de l'armée seront panafricaines. Grâce à l'Union, en tout cas c'est grâce à l'Union que les armées de l'Union du nord des États-Unis et du sud des États-Unis ont pu mettre fin à la guerre fratricide entre 1861 et 1865. C'est grâce au projet de l'Union européenne que les guerres fratricides et cycliques entre Européens ont été arrêtées, tournant ainsi le dos à des traditions historiques de violence, d'Alexandre de Macédoine à Hitler, en passant par César, Cortés, Napoléon. Au plan économique et technologique, seul l'État fédéral peut initier des grands projets de développement tels que la construction de chemins de fer trans-africains, de télécommunications, GPS et satellites, et l'énergie nucléaire atomique par une monnaie unique. L'État fédéral harmoniserait et faciliterait les échanges au niveau du continent. Par conséquent, le projet de l'unité africaine dans le cadre de l'État fédéral africain continental est le seul cadre viable vers lequel chaque État particulier d'aujourd'hui, chaque Africain du côté de la diaspora, partout dans le monde, trouveront leur sécurité. Quant à la diversité africaine, elle constitue notre richesse. Ce n'est pas un obstacle. La diversité africaine est une force. Il convient de nourrir la jeunesse africaine avec des concepts positifs d'unité culturelle grâce aux travaux scientifiques de Cheikh Anta Diop. À ce propos, il convient de noter que la tradition étatique unificatrice n'est pas étrangère à l'Afrique noire. Je passe rapidement. Je voudrais donc passer aux courtes vues, c'est-à-dire que les courtes vues politiques font stagner le développement de nos États, alors que la dynamique d'unité accroît les responsabilités continentales. Dans l'État fédéral panafricain, les immenses États fédérés, tant par la démographie que par le potentiel de richesse comme le Nigeria, la RDC et l'Afrique du Sud, joueront plus naturellement leur rôle de moteur, de locomotive. C'est le cas d'un État fédéré comme la Californie aux États-Unis d'Amérique, État américain économiquement très fort et pouvant se suffire à lui-même dans le concert des nations grâce à ses universités de pointe, Los Angeles, Berkeley, Stanford, les technologies du futur, Silicon Valley, Pasadena, des centres d'industrie culturelle mondialement de renommée, Hollywood par exemple, des équipes de basketball championnes, des grands instituts agronomiques, des industries. Mais la Californie, malgré cette puissance, est encore plus forte dans les États-Unis avec les autres. Comment parvenir à l'État fédéral panafricain? Nous avons construit, nous autres, une organisation de rassemblement des panafricanistes, la Ligue panafricaine Umoja, afin de mener à bien le combat politique de notre temps. L'État fédéral panafricain est notre organisation, la Ligue panafricaine. Économie extravertie, ce sont les États africains, éternels pourvoyeurs de matières premières, aliénation du système éducatif, des oligarchies compradors, esclavage monétaire, comble de tout, les anciennes colonies de nos pays confient leur défense militaire aux ex-puissances coloniales. Une insurrection contre le franc CFA ici, une révolte isolée contre les bases militaires là-bas, une lutte sectorielle contre les programmes d'ajustement structurel ou son relooking, qu'on appelle le PPTE. Toutes ces luttes sont légitimes et nobles en soi, mais tant qu'elles demeureront catégorielles, sectorielles, territoriales, régionales, hélas, elles échoueront comme toutes celles qui ont été menées par tous nos devanciers que j'ai cités tout à l'heure. Elles ne mèneront à nulle part. Il nous faudrait plutôt un cadre de combat continental qui se veut ample, massif, total, définitif, surtout coordonné et organisé. C'est pourquoi notre organisation, qui est aussi la vôtre, la Ligue panafricaine Umoja, a mis le cap sur la construction d'une organisation fédérale dans laquelle se reconnaîtront tous les courants panafricanistes acquis à la finalité de l'État fédéral, avec ses conséquences logiques, monnaie commune, défense commune, citoyenneté commune, passeport commun sur tout le continent. Mais l'État fédéral, postulé par les pères du panafricanisme, ne s'imposera pas de lui-même si l'on n'était pas amené, même si on était amené à l'imposer par la force. Il nous faudra développer ce qu'on appelle l'esprit fédéral. Oui, la Ligue panafricaine Umoja préconise à tous les Africains de développer l'esprit fédéral que nous synthétisons comme suit. Dans la lutte politique menée sur chaque territoire africain, chaque Africain, indépendamment de sa nationalité, doit se sentir concerné et s'y engager activement. Certes, lors des élections nationales ou locales, les lois sectaires en vigueur devront être respectées jusqu'à ce que nous aurions la victoire du panafricanisme.
dans le recrutement des militants de l'organisation et dans le militantisme au sein de la LPU, Ligue panafricaine mondiale, tous les militants de quelque territoire dont ils proviennent ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et respectés au même niveau. Or, pour développer l'esprit fédéral, nous devons construire une seule et même organisation, car un panafricaniste conséquent doit contribuer par son action à propager l'esprit fédéral. Être dans une logique de chapelle, en refusant de se rassembler aux autres au nom d'une certaine rigidité intellectuelle, ne cadre pas avec l'esprit fédéral. Au sein de la Ligue panafricaine Umoja, nous admettons les Nkrumhistes, les Diopiens, les Bogandistes, les Lumumbistes, les Gumbistes, au nom du débat interne permanent garanti, mais dans la discipline. Lorsque nous nous battons, lorsque nous luttons rassemblés, c'est une victoire nette sur l'impérialisme qui nous a morcelés, qui a morcelé notre continent et disséminé nos peuples à travers le monde entier. Être rassemblés, même avant l'État fédéral, effectif, est un échec cinglant que nous infligeons à l'impérialisme qui avait cru nous diviser à jamais. Les panafricanistes doivent cesser avec ce paradoxe qui consiste à réclamer l'unité du peuple alors qu'ils sont eux-mêmes organisés en chapelle et en groupuscules. La Ligue panafricaine Umoja lance un vibrant appel à tous les panafricanistes à rejoindre avec elle l'arène politique, le lieu où tout se décide. Ce champ ayant été laissé à la bourgeoisie comprador et autres satrapes, nous en payons les conséquences tous les jours. Nos revendications sont éminemment politiques et c'est dans la politique que nous trouverons les réponses aux maux qui assaillent notre peuple. Je conclue, je sais que je vais conclure. Nous voulons lancer un message patriotique aux vaillants combattants pour la souveraineté et le progrès réel de l'Afrique, notamment à sa jeunesse. Jeunesse africaine. L'Afrique n'a que trop subi le descriptif des autres. L'Afrique noire est mal partie. L'Afrique, l'année de l'Afrique, une pauvre année d'ailleurs, l'Afrique des colonels, l'Afrique fantôme, l'Afrique ambiguë, l'Afrique des tribus, l'Afrique bloquée, l'Afrique marginalisée, l'Afrique pauvre, très pauvre, pas assez, très endettée, sous-développée dans le développement durable, disons. Contre tous ces poncifs, jeunesse africaine, garde-toi de développer l'afro-pessimisme destiné à briser ton espérance. Ton imaginaire juvénile doit être animé par de grandes émotions, de grandes idées, de nobles aspirations, de puissantes solidarités pour des tâches humaines possibles et libératrices. Le détail et la peur d'oser ne doivent pas te bloquer. Nourris-toi des symboles irréductibles suivants: du patriotisme panafricain de Marcus Garvey, de la résistance inflexible de Nelson Mandela, de la foi panafricaine totalement désintéressée de Kwame Nkrumah, de la grandeur d'âme panafricaine de Barthélemy Boganda et de Julius Nyerere, de la vision panafricaine au mont Kilimanjaro, de Jomo Kenyatta et de Tomboya, du sang fécond du martyr de Patrice Lumumba, de la renaissance africaine de Cheikh Anta Diop. Nous ne saurons terminer cette communication étant en Afrique centrale, dans un contexte où l'instrumentalisation du tribalisme est monnaie courante dans le combat politique, sont rappelées les paroles fortes de Barthélemy Boganda à la veille des indépendances. Je cite: la division, le tribalisme et l'égoïsme ont fait notre faiblesse dans le passé. La division, le tribalisme et l'égoïsme feront notre malheur dans l'avenir. L'union fait la force. L'indépendance dans l'isolement est une dangereuse illusion. Notre unité sera la condition sine qua non de notre indépendance. Voilà pourquoi les partisans de l'indépendance sont aussi les partisans de l'unité de l'Afrique centrale. En tout cas, chers frères, chères sœurs, entre l'esclave et le maître, aucun compromis n'est possible. Nous pastichons. Entre le panafricanisme et l'émergence, aucun compromis n'est possible. Umoja ni nguvu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diogène Sini. Merci surtout à la salle pour votre attention. En tout cas, vous êtes très disciplinés, ça fait plaisir. C'est encore une preuve que les Africains, quand ils s'organisent, ils peuvent faire des choses très intéressantes. On le sait, mais il faut toujours le rappeler. Beaucoup de choses ont été dites. Faute de temps, je ne peux pas revenir sur tous les points ou l'essentiel des points qui ont été relevés. Mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. L'intervenant a parlé de la Californie. Je me souviens qu'il y a 5 ou 10 ans,
quand on prenait les États-Unis d'Amérique et qu'on dissociait, on mettait chaque État dans son coin tout seul, la Californie toute seule était la 5e puissance économique mondiale. Nous disons bien mondiale, toute seule. Donc, il y avait évidemment la Chine, la Russie, etc., etc. Donc, effectivement, les Californiens, aujourd'hui, de la même façon que certains en Afrique veulent avoir leur république de Bangui, république de Douala, république de Yaoundé, mais les Californiens seraient en droit, légitimement, économiquement, politiquement, de dire nous nous retirons de l'Union puisque nous sommes riches. Mais malgré tout, ils demeurent ensemble. Et ça, ce sont des leçons que chacun de nous, universitaires ou pas, devrait tirer. C'est-à-dire que unis nous sommes forts, mais divisés nous sommes faibles. Et c'est cette faiblesse que les autres exploitent tous les jours, sans cesse. Ils ne cessent de les exploiter. Et nous, on doit vraiment méditer là-dessus. Bon, pour le reste, hein, vous avez compris, nous à la Ligue, voilà, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'émergence, c'est tout et n'importe quoi. Et les gens répètent. Donc les dirigeants de la transition parlent d'émergence, ceux qui vont être soi-disant élus demain parlent de l'émergence, ceux qui ont été balayés du pouvoir il y a 2 jours parlent d'émergence, mais les journalistes, je leur en veux beaucoup, ne sont pas foutus de leur poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'émergence. Et nous, nous vous disons, si vous voulez avancer, si vous voulez sauver le continent, ben, devenez panafricain, devenez panafricaniste, militez. Militez au sein de votre famille, militez au sein de votre foyer, militez à l'université, militez à l'école, pour les élèves, hein, pas les enseignants, parce que l'école est censée être apolitique, évidemment, sur le papier. Voilà, donc nous allons passer à la série d'échanges. Comme hier, comme nos frères ont fait hier, on va prendre une série de 5 questions. Si le temps le permet, on ajoutera. Sinon, on va se limiter à 5 questions et l'intervenant se fera le plaisir de vous répondre.